Bonjour, Yves Tousignan de la Faculté d'éducation permanente. Dans cette capsule, nous allons voir certains règlements ou certaines procédures qui peuvent avoir un impact sur votre cheminement à l'intérieur de vos études à la Faculté d'éducation permanente et à l'Université de Montréal. Bien entendu, un de ces règlements-là, le principal dans un certain sens, est le règlement des études de premier cycle. Et plusieurs des articles sont déjà vus dans d'autres capsules. Donc, on ne reviendra pas sur tous ces articles-là. On n'en touche qu'un ou deux, mais on voit aussi d'autres choses importantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les règlements et politiques de l'université, il y en a, je ne sais plus combien, je ne les ai pas comptés récemment, mais il y en a un bon nombre qui touchent les relations entre les étudiants et l'université. On a donc une politique relative à l'admission des étudiants du premier cycle, un règlement relatif aux droits de scolarité et autres frais exigibles, un règlement disciplinaire concernant les étudiants, une politique sur les droits des étudiants et des étudiantes de l'Université de Montréal, un règlement disciplinaire sur le plagiat et la faute, dont on parle dans une autre capsule, une politique linguistique qui régit dans quelle langue l'enseignement se donne, et nous avons, comme je le disais tantôt, le règlement des études de premier cycle. Ce dernier point est très important parce que c'est un peu... Ce dernier règlement-là constitue presque un contrat entre l'université et vous, les étudiantes et les étudiants, par rapport à ce qui est attendu de part et d'autre lors de votre séjour à l'université. Un petit aparté, dans le règlement des études de premier cycle, qu'on appelle souvent le REPC, il y a plusieurs articles qui peuvent sembler un peu flous. C'est voulu parce que le règlement doit s'appliquer à un grand nombre de cas. Si vous allez sur le site de votre programme, sur le site des admissions, admission.montréal.ca, et que vous trouvez votre programme, vous remarquerez qu'un des onglets indique règlement propre à chaque programme. Et dans cet onglet-là, il y a peut-être l'équivalent d'une page 8,5 par 11 d'informations supplémentaires qui précisent certains articles du règlement général, et c'est très important que vous alliez les consulter. Entre autres, on trouvera la durée des études. Dans le cas des certificats de la Faculté d'éducation permanente, c'est toujours 4 ans. On trouvera des prescriptions d'inscription, c'est-à-dire quels sont les cours qui doivent être suivis en début de programme. On trouvera des prescriptions particulières par rapport à la maîtrise de la langue, s'il y a lieu de suivre des cours hors programme pour améliorer votre maîtrise de la langue. Donc, ce sont des informations qui sont importantes et je vous invite à aller les vérifier. Comme je le disais aussi un peu plus tôt, un très grand nombre d'articles du règlement des études de premier cycle sont déjà vus dans d'autres capsules. On n'y revient pas. Dans cette capsule-ci, on va parler de l'article 16, entre autres, qui parle de l'exclusion et de l'abandon. Donc, oui, en effet, il peut arriver que vous soyez exclu de votre programme d'études. Ce n'est pas fait par hasard, il y a des conditions particulières. Donc, sous quelles conditions pouvez-vous être exclu? Vous pouvez être exclu si vous n'avez pas satisfait aux conditions d'admission qui étaient stipulées dans l'offre d'admission. Ce que ça signifie, c'est essentiellement si on vous a dit vous êtes admis, mais vous devez passer un test de langue et que vous ne passez pas ce test-là, votre offre d'admission deviendra nulle et non avenue. Ou si on dit vous êtes admis, mais vous n'avez pas terminé votre cégep, il vous reste un cours à faire, on vous donne une session pour terminer ce dernier cours-là, même si vous avez débuté vos études à l'Université de Montréal. Si à l'intérieur de cette session-là, vous ne faites pas votre dernier cours de cégep, de collégial, ben à ce moment-là, vous serez exclu. Parmi les conditions d'exclusion, il y en a plusieurs, mais pas toutes s'appliquent à la Faculté d'éducation permanente. Parmi les conditions d'exclusion, bien entendu, c'est discuté dans une autre capsule, mais je le rappelle, on a l'échec à la reprise d'un cours. Donc, si vous aviez déjà échoué un cours et que vous le reprenez et que vous l'échouez à nouveau, c'est une raison pour l'exclusion.
On a l'exclusion en raison de la moyenne insuffisante, aussi discutée dans une autre capsule. Petit rappel, même si vous avez réussi tous vos cours, si vous ne les avez pas réussis de façon suffisante, à ce moment-là, oui, vous pourriez être exclu de votre programme. Pour les étudiants qui se seraient vus imposer une probation, ne pas respecter les conditions d'approbation est un motif d'exclusion. Et aussi, finalement, et ça, c'est une chose importante que bien des étudiants ignorent ou oublient de considérer. Comme je le disais juste un peu plus tôt, la durée des études dans le cadre des certificats de la Faculté de l'éducation permanente est de 4 ans. Si, après 4 ans, vous n'avez pas terminé vos études, vous n'avez pas terminé votre certificat, c'est un motif d'exclusion aussi. Donc, c'est très important à considérer. À l'article 16 aussi, exclusion et abandon, il est clairement indiqué que vous avez le droit d'abandonner un programme. Mais cet abandon-là doit nous être signifié clairement. En effet, le simple fait de ne pas se présenter à ces cours n'est pas suffisant pour que nous comprenions, si on peut s'exprimer ainsi, que vous avez décidé d'abandonner votre programme. Vous devez nous envoyer un courriel signifiant votre désir d'abandonner. Si cette demande-là nous parvient avant les périodes officielles d'annulation de cours dans une session, nous pourrons alors annuler vos cours complètement, donc il n'y aura pas de frais associés. Mais si votre demande est faite tardivement, à ce moment-là, les cours pour lesquels vous étiez inscrit à la session donnée vont demeurer à votre dossier et malheureusement vont entraîner des frais. Parmi les autres articles importants qui ne sont pas touchés dans d'autres capsules, il y a l'évaluation de l'enseignement. L'Université de Montréal, comme la majorité des universités, bien entendu, vous donne la possibilité de donner votre avis sur la qualité de l'enseignement que vous recevez. Et pour nous, c'est très important. C'est-à-dire que sans cette rétroaction-là que vous, les étudiantes et les étudiants, nous donnez, nous ne pouvons pas, et nos chargés de cours, nos professeurs, ne peuvent pas améliorer leur enseignement. C'est donc très important que vous participiez à cette activité d'évaluation de l'enseignement qui est largement diffusée au cours de chaque session. Un élément important aussi, une autre politique de l'université, c'est la politique linguistique. L'Université de Montréal est une université francophone, donc au premier cycle, il est clair que tous les cours sont donnés en français, sauf quelques cours qui sont des cours de langue ou ayant trait à une langue particulière qui seront donnés à ce moment-là dans cette langue-là. Mais sinon, les cours réguliers, que ce soit dans le domaine des sciences, dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de l'intervention, dans le domaine de l'éducation, tous ces cours-là vont toujours se donner en français. Ce que ça signifie aussi, c'est que les professeurs, les chargés de cours sont dans l'obligation, lorsqu'ils imposent des ouvrages obligatoires, de prévoir si un ouvrage est disponible en français, d'indiquer dans le plan de cours que c'est l'ouvrage en français qui est l'ouvrage obligatoire. Ce qui n'empêche pas que dans certains cas, il puisse survenir que un ouvrage absolument important n'ait pas été traduit, donc il pourra devenir un ouvrage obligatoire, mais l'Université de Montréal veut vraiment faire un maximum pour que tout soit disponible en français. De la même façon, les évaluations se font aussi en français. Certains étudiants, avec justification, peuvent avoir droit à une certaine période d'adaptation. La décision appartient aux autorités compétentes de chaque faculté. Et cette période d'adaptation, le terme période est très important.
signifie que vous ne pourrez pas faire la totalité de vos études en remettant toutes vos évaluations dans une autre langue si vous avez une telle permission. Ce sera pour une durée vraiment très circonscrite. Et de même, la politique linguistique, comme c'est dit dans une autre capsule, ouvre la porte au fait que la qualité de la langue soit un item d'évaluation. Donc, que vous rédigiez vos travaux et examens en français ou dans une autre langue, la qualité de la langue utilisée, la maîtrise de la langue seront des items qui peuvent être évalués. Finalement, parmi les autres services ou procédures disponibles à l'université que nous n'avons pas pu couvrir dans les autres capsules qui vous ont été présentées, il est important de souligner que l'Université de Montréal a une politique de divulgation des méfaits, c'est-à-dire que si vous êtes témoin d'un méfait à l'endroit de l'université, il y a moyen de divulguer cette information-là de façon anonyme et donc par définition confidentielle sur le site de l'université, ce qui fait que vous êtes protégé d'une telle divulgation. De façon parallèle, bien pas nécessairement directement associée, nous avons un bureau d'intervention en matière de harcèlement, c'est-à-dire que si vous vivez en tant qu'étudiant ou êtes témoin aussi d'une situation où on parle de harcèlement, que ce soit du harcèlement psychologique, du harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle, vous avez la possibilité de vous confier au bureau d'intervention en matière de harcèlement qui a accès à toutes les ressources et tous les outils nécessaires pour vous soutenir dans votre démarche. Et aussi, pour terminer, il est important de souligner que l'Université de Montréal a un service complet de sécurité et de prévention. Il y a d'ailleurs un site qui s'appelle urgence.umontréal.ca qui est accessible pour ça. Nous avons des constables, nous avons des agents de la paix qui patrouillent régulièrement et sont présents dans tous les pavillons de l'université. Ce sont des gens que j'ai déjà rencontrés qui sont très affables, très gentils, mais qui assurent quand même une présence et une sécurité pour tant le personnel que les étudiants. Il y a un numéro pour les rejoindre en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par année, qui est le 7771. Mais il est important de comprendre que si vous êtes témoin d'une situation où il y a menace à la santé ou à la sécurité, menace immédiate, on peut parler d'une personne qui a un malaise cardiaque, on peut parler d'une personne qui fait montre d'une violence un peu, disons, la violence n'est jamais démesurée, mais dans ce cas-là, disons que elle l'est vraiment complètement, vous devriez contacter en premier lieu toujours le 911, bien entendu, mais il est nettement préférable de contacter immédiatement après, ou peut-être en même temps s'il y a plus d'une personne avec vous, le 7771, parce que le 7771, le 343-7771 dans le 514, est le service interne de l'université et nous sommes beaucoup plus proches à ce moment-là pour répondre à de tels appels d'urgence et offrir une première intervention avant que les services du 911 arrivent. Donc, je rappelle, encore une fois, très important, le 911 en premier lieu lorsqu'il y a menace à la santé ou sécurité, mais le 7771 aussi pour accélérer l'intervention. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et au plaisir peut-être de se rencontrer éventuellement sur le campus ou dans nos bureaux. Bonne journée.